Benjamin Pavard notamment, Lautaro Martinez. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont annoncés titulaires? Oui, tous les deux. Et la plus grosse surprise, c'est pas Lautaro, parce que ça, on s'y attendait. C'est le capitaine, le leader charismatique de l'équipe et le meilleur attaquant du groupe. Donc, il n'y avait pas trop de débat, sachant que dès le départ, on avait mis en place du côté de l'Inter tout un plan de réathlétisation pour le mettre à 100% pour cette finale, quitte à même ne pas le faire jouer du tout sur la fin de saison, notamment en championnat. Je pense au match contre la Lazio ou contre Comme. Et puis, la surprise, c'est plus Benjamin Pavard, parce que disons que l'alternative Bissek était plus naturelle dans le sens où il y a moins de différence, il y a moins un écart de niveau entre les deux que Lautaro et ses remplaçants potentiels sur le front de l'attaque de l'Inter. Et surtout, Bissek avait été intéressant sur les matchs de Ligue des Champions à élimination directe. Mais c'est une finale. Et il faut aussi des joueurs qui ont connu ces grands rendez-vous. Je pense que Simone Inzaghi a envie d'avoir un joueur d'expérience comme Benjamin Pavard, qui a connu des grands moments avec l'équipe de France et avec le Bayern. Peut-être que pour lui, ça offre plus de garanties également. Voilà pourquoi il devrait être titulaire, parce qu'il était titulaire dans les exercices et dans la mise en place ce soir, veille de match de cette finale de Ligue des Champions. Pavard, donc qui n'a plus joué depuis le 27 avril, hein, Ouais. qui pourrait se retrouver face à Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé. Lionel, ça t'inspire quoi là? C'est risqué, non? Oui, c'est risqué, mais je comprends à la fois aussi Inzaghi qui a besoin, ce que disait Johan, entièrement d'accord, il a besoin d'expérience. La gestion, une finale, c'est très très compliqué à gérer. C'est jamais un match comme les autres, et il y a que ceux qui ont vraiment vécu des grandes finales qui sont capables de gérer ces émotions-là. Parfois, tu as des joueurs qui peuvent passer à travers. Là, le fait que Pavard, lui, ait cette expérience. Alors, peut-être que ça va profiter aux Parisiens, fort possible. En tout cas, je dirais, en étant français, je dirais, je l'espère pour le PSG. Je ne l'espère pas pour Pavard parce il reste un Français qui, s'il fait une grande finale, bon bah ça sera tant mieux pour lui. Mais euh, moi, je pense qu'il y a quand même des risques au niveau de sa forme, au niveau du rythme, d'autant plus que c'était quelqu'un qui était blessé. Là, il va rentrer directement, hein. Il a pu jouer depuis combien de temps, Le Johan? 27 avril, c'est... Un peu plus d'un mois, ouais. Ouais. Donc, t'es pas à l'abri sur une comme ça, parce que tu peux faire tout ce que tu veux. La pression, même s'il a connu les grandes finales, c'est quand même une pression terrible. Je peux te dire que même sans courir, tu as les pulsations qui montent à plus de 180, quoi qu'il arrive. Donc, c'est de l'acide lactique que tu fais à un moment donné qui arrive plus vite. Quand tu as une blessure, que tu n'as pas eu le rythme et tout ça, attention, pourquoi pas. C'est aussi un risque, hein. Après, il prend un risque en mettant de l'expérience dès le départ. Mais si jamais il arrive quoi que ce soit à Pavard, c'est Bastoni qui reprendra sa place. Bah, c'est Bissek qui va Bissek, pardon. Qui entrera. Là, il y aura Bastoni, Acerbi et Pavard. Et Pavard, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce qui est annoncé. Ouais. Walid, Donc c'est surtout Bissek sur la- reprendrait sa place. François, c'est surtout aussi sur les caractéristiques de joueurs, parce que côté Paris Saint-Germain, on va voir sur ce côté-là des joueurs qui vont très vite. Et moi, je sais pas, j'aurais aimé voir la vitesse de Bissek qui se retourne assez rapidement et qui a une belle vitesse de pointe pour couvrir la profondeur et les duels en 1 contre 1. J'aurais bien aimé voir Bissek, non pas que Pavard soit pas capable de le faire, mais sur les qualités athlétiques, Bissek me semble au-dessus, et encore plus après un mois d'inactivité pour Pavard. Moi, je l'avais trouvé très bon, moi, Bissek contre le Barça à l'aller On est au d'accord. retour. Franchement, très très bon. Ouais. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu surprenant. C'est un petit peu la surprise de cette soirée. Alors évidemment, on attendra le coup d'envoi pour savoir si Pavard va débuter. Mais voilà les tendances. Tiens, il y a une question, Johan, puisqu'on en a profité pour demander au 32-16 de poser vos questions à Johan Crochet sur l'Inter. Tariq est avec nous, supporter du PSG. Salut Tariq. Salut tout le monde. Ça va Tariq? Salut Tariq. T'es chaud? Ça va, mais c'est long. Eh ben oui, mais c'est pour ça, on fait passer le temps là, voilà, on parle tactique, on va parler joueurs, on parle individualité ce soir dans l'after avec Walid, avec Lionel et avec Johan, donc qui t'écoute. Tariq, je crois que tu avais quelque chose à lui demander, c'est ça? Oui, j'ai une question. C'était quoi exactement le programme pour Lautaro Martinez? Parce que moi j'ai une grosse interrogation. Moi, j'ai pas trop le souvenir qu'un joueur aussi important que lui, parce qu'il y a un Inter avec et sans Lautaro.
était mis un petit peu dans le formol comme ça, presque un mois d'absence après la demi-retour contre le Barça. Depuis quand il a repris l'entraînement, et est-ce que c'est pas risqué de même pour Pavard de le mettre, et en sachant que physiquement ça va être compliqué, ça reste une finale de Ligue des Champions. Et moi c'est pour ça que je mets un léger avantage sur le Paris Saint-Germain pour demain, parce que dans la dynamique physique des joueurs de quasiment la totalité de l'effectif, il y a moins d'interrogations que pour les joueurs de l'Inter. Johan, sur Lautaro. Alors, il y a deux choses. Déjà, sur la première remarque pour Pavard et Lautaro, alors Lautaro, pour moi, il n'y a aucune discussion possible. C'était certain et c'était obligé de le mettre titulaire. Sur Pavard, il y a peut-être quelque chose... Même s'il n'est pas à 100%, c'est ce que dit Tariq, attention. Hein. Alors attends, je vais revenir un instant là-dessus. D'accord. Le deuxième élément sur Pavard, c'est un entraîneur évalue aussi le risque quand tu choisis un joueur de retour de blessure. C'est est-ce qu'il vaut mieux le faire débuter et le remplacer en cours de match s'il y a un problème, ou si tu le fais rentrer en cours de match et qu'il a un problème, tu as cramé un changement pour rien. C'est aussi une évaluation que tu dois faire parce que les 5 changements sont très importants, et peut-être qu'il vaut mieux le faire débuter, voir comment ça se passe pendant 45, 60 minutes, et ensuite en cas de, je sais pas, fatigue, crampe, problème physique, tu fais rentrer Bissek qui pourra finir le match sans problème. Si tu mets Bissek et que tu décides de faire rentrer Pavard en deuxième mi-temps et qu'il ne tient pas le choc et qu'il se répète quasiment immédiatement, qu'est-ce que tu fais derrière? T'as cramé un changement? Est-ce que t'as encore un défenseur central sur le banc capable de faire ce qui est demandé à Pavard? Pas certain. Ça, c'est juste sur Pavard. Sur Lautaro, en fait, depuis la demi-finale retour contre le Barça, il n'a pas joué, évidemment, donc ça fait 24 jours de mémoire. Le programme qui a été mis en place, c'est très simple. C'est d'abord beaucoup de soins pour éviter qu'il rechute, pour traiter ses problèmes physiques. Et ensuite, ça a été d'abord ce qu'on appelle le lavoro differenziato en italien. C'est en gros s'entraîner un peu seul, tu vois, donc des exercices en salle, des exercices sur le terrain à une plus faible intensité. Et ensuite, on a augmenté l'intensité au fur et à mesure, d'abord seul, et ensuite il est rentré dans le groupe partiellement, et ensuite complètement, jusqu'à faire les oppositions tranquillement, à un bon rythme lui aussi. Donc tu vois, c'est une montée en régime très progressive pour Lautaro Martinez, pour ne prendre aucun risque. Il était même prévu plus ou moins qu'il joue à Côme un petit quart d'heure en fin de match pour lui redonner un petit peu de rythme de match. Mais comme le match était plié après le carton rouge de Reina et l'Inter menait 2-0, Simone Inzaghi a décidé de ne pas faire ce changement-là, de ne pas prendre de risque. Et il a dit, moi je l'ai laissé sur le banc vu que le résultat était déjà acquis. On verra si ça lui donnera raison, parce qu'il commence effectivement une finale de Ligue des Champions sans rythme de match, tout comme Pavard. Mais sincèrement, quand tu parles de Lautaro Martinez, il faut bien comprendre que Lautaro Martinez, c'est pas juste l'attaquant de l'Inter ou un des deux attaquants de l'Inter. Il y a une énorme expérience aussi. Hein. Ton leader émotionnel aussi, de plus en plus sur le terrain, ce que j'expliquais dans l'émission juste avant, dans Génération After. Lautaro Martinez, la gestion des émotions aujourd'hui est nettement plus forte que quand il arrivait. Ce leadership-là s'est développé, s'est créé, et il a tendance à être un point de référence en cours de match pour ses coéquipiers. Donc Lautaro Martinez, c'est pas juste un mec qui met des buts. C'est son importance se voit et se calcule un petit peu différemment. Donc il n'y a vraiment pas de débat pour moi autour de Lautaro. On va parler de Marcus Thuram parce qu'il sera titulaire demain aux côtés de Lautaro Martinez dont on vient de parler. Thuram, c'est 18 buts en 47 matchs cette saison. C'est son record. Buteur à l'aller contre le Barça, buteur aussi contre Feyenoord les deux fois, à l'aller et au retour en 8e de finale de Ligue des Champions. Juste avant d'entendre Walid et Lionel à son sujet, parce que j'ai posé la question, est-ce que pour vous il est sous-coté? Comment toi tu juges la saison de Marcus Thuram à l'Inter, Johan? Pour moi elle est bonne, elle est en deux parties. Elle était excellente en première partie de saison, elle a été plus difficile en deuxième partie de saison où il y a eu en plus des petits problèmes physiques qui l'ont vraiment gêné, qui ont empêché d'avoir cette régularité qu'il avait eu en première partie de saison, où c'est Lautaro Martinez qui était dans le dur et Marcus Thuram a porté clairement l'attaque de l'Inter pendant la première partie de saison. Et la théorie des vases communicants, c'est quand Marcus Thuram a commencé à baisser sérieusement de niveau que Lautaro Martinez a lui augmenté considérablement le sien, et ce qui a permis de ne pas perdre vraiment d'efficacité offensive et de dangerosité offensive sur ce duo d'attaquants. Pour moi, sa saison, elle est réussie. Si vous prenez par exemple juste point stat, mais c'est sa saison la plus prolifique en club. C'est là où il a marqué le plus de buts en Serie A. Je parle juste en championnat, en Serie A, un de plus que la saison passée avec l'Inter, qui était sa première, et sa dernière saison à Gladbach. Je le trouve bien dans le jeu. Je le trouve très bien avec Lautaro Martinez. Je trouve que dans une attaque à deux, c'est là où se révèlent le mieux ses qualités.
C'est un attaquant qui est assez complet finalement, qui a sans doute pas l'esprit tueur et c'est sans doute pas un attaquant qui aura du mal, en tout cas, je vais pas dire pas, mais qui aura du mal à atteindre par exemple les 20 buts en championnat. Et en tout cas, il nous l'a pas montré pour le moment que c'était ce type d'attaquant-là. Et encore dans une attaque à deux aussi, les rôles sont un peu sont partagés. Voilà, je cherchais le mot. Donc, mais bon, Lautaro Martinez dans une attaque à deux a montré aussi que lui en championnat, il pouvait mettre plus de 20 buts. Marcus Thuram, on en doute un peu aujourd'hui. Quant à l'histoire de sous-côté, pas côté, trop côté, sur-côté, déjà ça dépend par rapport à quoi et à qui. Moi je trouve aux autres attaquants, si on fait les chapeaux, il n'est pas donc chapeau 1, voilà évidemment, mais est-ce qu'il est chapeau 2, est-ce qu'il est chapeau 3, est-ce que... moi je trouve je vais parler pour l'Italie parce que c'est ça qui m'intéresse, je trouve qu'en Italie, il est coté à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'il n'est pas sous-coté, on ne dit pas il est nul, machin, etc. On n'en fait pas un Batistuta ou un Crespo pour autant, des attaquants qui ont vraiment marqué la Serie A des années 90, début 2000. Mais je trouve qu'il est justement coté, c'est-à-dire un très bon attaquant, très complémentaire de Lautaro Martinez, en plus qui s'est super bien intégré dans le groupe de l'Inter, élément très positif dans le vestiaire de l'Inter. Qui a des qualités, qui peut prendre la profondeur, qui est pas trop mal dans le jeu associatif, qui peut en plus faire des appels croisés sur les côtés, qui est assez mobile, assez dynamique. Et par contre, on se dit aussi qu'il pourrait marquer plus de buts et être plus régulier sur l'ensemble d'une saison et pas seulement sur 6 mois. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Marcus Thuram? C'est vrai, si on fait le top 10, par exemple, des grands attaquants, est-ce qu'il y est dedans? Est-ce qu'il n'est pas top 10? Tout a été résumé. C'est un très très bon joueur d'équipe qui est aujourd'hui dans un championnat qui lui convient bien, dans une équipe aussi qui domine 90% des matchs de son championnat, qui est avec un monstre à côté et qui, par moment, c'est comme Scottie Pippen et Michael Jordan, ou à l'époque Benzema et Cristiano Ronaldo. Il peut avoir des moments où il est plus important que Michael Jordan ou Cristiano Ronaldo, et ça peut être le cas demain. Ça a été le cas aussi sur certains matchs cette saison. C'est un joueur qui a beaucoup progressé dans un nouveau rôle. Maintenant, si tu fais en fait la liste des meilleurs attaquants, est-ce que Thuram, tu le mets en neuf tout seul? Est-ce que c'est un neuf qui peut être leader d'attaque d'un très très grand club? Il y a des questions qui sont encore... la réponse est non, si tu poses la question. Il y a des questions qui sont encore en suspens à son sujet. On l'a vu aussi avec l'équipe de France, contexte club, contexte équipe de France. Moi, c'est un joueur qui me bluffe. Parce que je ne le voyais pas à ce niveau-là, je ne le voyais pas dans cette intelligence notamment de déplacement. Je trouve qu'il est quand même très très important pour cette équipe de l'Inter. Alors moi, j'ai pas eu la chance de suivre tous les matchs de l'Inter cette saison, notamment en Serie A, mais surtout en Ligue des Champions. J'ai l'impression que avec Dumfries, c'est des joueurs qui sont très importants dans la gestion de la profondeur, et sans eux, l'Inter est quand même très différent. Ils sont beaucoup moins flexible tactiquement, notamment, et on l'a vu, il est capable de gestes de grande classe. Il dit aussi en interview qu'il a beaucoup appris de Karim Benzema dans son rôle d'association. C'est ce que je vois aussi sur le terrain, bien évidemment peut-être pas avec la même qualité technique, mais en tout cas dans le fait d'essayer d'exécuter. C'est ce qu'il fait. Et après, il est encore jeune, hein, il a 26 ans, il me semble, Marcus Thuram, donc il n'a pas terminé. Alors peut-être que je le vois un peu trop jeune. Il peut encore progresser. Mais il peut encore progresser. Maintenant, les considérations... 27 ans, il a. Ouais, 27 ans. Les considérations sous-côté, sur-côté, c'est à la marche, à la dynamique. C'est très subjectif, c'est très très dur de dire. Ouais, mais tu vois, le parrain, par exemple, sur YouTube, il nous dit Thuram est très sous-coté, c'est un délit de style de jeu. Mais peut-être, non, mais il y a ça. On a l'impression qu'il est lourd, il y a une certaine lourdeur. Par contre, ceux qui te disent Marcus Thuram, c'est un joueur nul, qui a les pieds carrés, etc. Oui, effectivement, là, il est sous-coté. Pour ces gens ouais, voilà. Maintenant, celui qui dit c'est l'un des meilleurs numéro 9 au monde, un mec qui peut aujourd'hui prendre, demain tu dis on remplace Erling Haaland par Marcus Thuram à City, est-ce que tu te poses la question? Oui, tu te poses la question. Donc voilà, il faut qu'il soit dans le bon cadre pour donner mais comme beaucoup de joueurs aujourd'hui, je pense qu'au Paris Saint-Germain ou à l'Inter, on se pose la question sur beaucoup de joueurs. En équipe de France, équipe de France, les statistiques sont faméliques. Je suis pas sûr que ce soit un joueur autosuffisant, quoi. Ouais. Bon, il peut l'être dans des périodes, mais par contre, sur le long terme, j'en suis pas sûr. L'associer, ouais. Lionel, ton avis sur Marcus Thuram? Toi qui connais bien son papa. Je pense, oui, puis je le connais aussi, puisqu'il a même sauté sur mes genoux quand il était tout petit. Je suis très, très, très surpris de sa
de sa carrière. J'aurais jamais dit qu'il aurait fait une carrière comme ça. Je vais essayer de rester objectif parce que bien évidemment, c'est un garçon que j'adore, une famille que j'adore. Donc, mais je vais essayer de regarder que le joueur. Je trouve que Marcus, quand même, cette année, a été largement bonifié par un Martinez à ses côtés, qui est Lautaro Martinez, qui focalise tout le temps l'attention des adversaires. Quel que soit son déplacement, et donc ça profite aussi énormément à Marcus. Maintenant, Marcus est très apprécié en Italie parce que c'est un joueur qui joue, un joueur de devoir, qui joue beaucoup pour le groupe, qui court énormément, qui est capable de jouer dos au but et tout ça. Mais je reste persuadé que s'il a marqué autant de buts, c'est tout simplement parce qu'il y avait un Lautaro Martinez à côté, un mec qui était capable d'en marquer encore plus que lui, et beaucoup plus numéro 9 dans l'âme. Moi, je pense, je le vois plus en 9,5, dos au but, capable de... Il est chiant à marquer. Je peux te dire que quand t'es stopper entre guillemets, que tu viens défenseur axial, tu te coltines un Marcus Thuram qui est dos à toi et il faut lui piquer le ballon sans faire faute ou tout ça, tu te creuses la tête quand même. Il est emmerdant pour un axial, mais pour moi, je peux lui en trouver 10 à mettre devant lui. Ouais. Après, il a En poste de commencé numéro 9. aussi effectivement, plutôt sur un côté. On le voyait jouer comme ça. Ah non, moi côté, je n'aimais pas. Bah, il a commencé comme ça, enfin en tout cas oui, bien lors sûr. de ses premiers matchs en pro. Oui, bon bah voilà. Donc on va pas faire le débat. Enfin, on l'a fait quand même sur côté, mais c'est vrai que. Mais attention, il est emmerdant. Johan, il peut embêter notamment un Marquinhos qui aime pas ce genre de joueur. Ça peut être aussi une des clés du match. Hein. C'est surtout le duo d'attaquants qui peut embêter la défense parisienne. Ouais. C'est ce que j'évoque depuis plusieurs semaines maintenant. C'est comment ils vont réussir dans le jeu associatif et dans le fait de jouer très proche l'un de l'autre pour lancer ensuite les joueurs de piston sur les côtés, sur la profondeur ou des milieux qui s'insèrent. Comment ils vont réussir à faire sortir de l'alignement parisien un ou les deux défenseurs centraux. C'est ça qui va être une des clés du match, c'est réussir à dézonner pour faire dézonner les défenseurs parisiens et ensuite jouer les 1 contre 1 avec des latéraux qui sont très offensifs contre Paris Saint-Germain, mais qui ont quand même quelques lacunes défensives également. Donc c'est une des clés, on l'a vu contre le Barça, c'est ce qu'ils ont très bien fait contre le Barça. Celui qui sort, Johan, pour aller quand il y en a un qui dézone, c'est Pacho. Pacho va plutôt dézoner, aller chercher le joueur qui revient en retrait. Donc généralement, c'est plus Thuram quand même qui vient se montrer dans le cœur du jeu, c'est ça. Et puis Marquinhos qui reste un peu plus derrière à la couverture. Normalement, c'est 90%. Très honnêtement, ça dépend. Globalement, tu joues sur les qualités des joueurs. Donc c'est plus Lautaro qui va être dans le jeu associatif et Thuram qui va prendre la profondeur. En tout cas, c'est comme ça. Quand tu fais les escaliers, celui qui est le plus haut sur le terrain, c'est Thuram pour jouer sur la profondeur. Néanmoins, ils sont capables de le faire tous les deux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que donner des références, des points de référence aux défenseurs, c'est un peu compliqué pour eux parce que les deux sont très mobiles, sont très dynamiques et sont capables de faire les deux rôles qui sont créés chez les attaquants de l'Inter. C'est je décroche, je joue avec des milieux qui lancent assez rapidement sur les côtés ou sur le milieu en projection, ou être le joueur de projection. Donc c'est ça qui est intéressant aussi pour l'Inter. Et ça va être effectivement, il l'a dit en conférence de presse, Luis Enrique, une équipe différente de ce qu'il a pu affronter, justement parce qu'il y a deux attaquants à gérer. Juste avant de te libérer, Johan, comme on a demandé le 11 idéal, on ne te demande pas ton 11 forcément, mais s'il y a des joueurs de l'Inter qui intègrent l'équipe du PSG... Il va donner le 11 de l'Inter. Et, tu les mets tous ou t'en mets combien? Tu mets qui? C'est pas facile, hein. Bon, tu mets Lautaro? Je mets Bastoni. Je mets Di Marco. Ah oui. Je mets Barella. Ouais, quand même. Et Lautaro, 4. T'en mets 4. Et potentiellement Lautaro, je me poserai la question sur Çalhanoğlu. Des grands soirs, pas celui qu'on a dernièrement. D'accord. Le Çalhanoğlu, plutôt première partie de saison. Mais ces joueurs-là, ils pourraient jouer à Paris sans problème. Tu mets Donnarumma ou Sommer? Walid. Les questions pièges. Non, mais objectif, de manière honnête. En plus là, c'est aussi un gardien italien, donc t'es un peu piégé quand même. Oui, je te remercie pas d'ailleurs. T'as le temps jusqu'à demain pour moi, Sommer est plus complet aujourd'hui et a moins de points faibles que Donnarumma. D'accord. Mais sur la ligne, Donnarumma, c'est un monstre.